Arnaud Zacharie, bonjour, vous êtes économiste et vous êtes aujourd'hui le secrétaire général du CNCD 11-11-11. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un centre qui regroupe près de 90 ONG en Belgique, des ONG qui travaillent essentiellement sur le développement dans les pays du Sud. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du chocolat. C'est un des produits que vous allez mettre en vente tout prochainement avec d'autres produits. C'est une opération que vous menez chaque année en Belgique en faveur de projets de développement au Sud. Il a quel goût, ce chocolat? Il a un très bon goût pour le consommateur, mais il a aussi un goût qui n'est pas amer pour le producteur, puisque c'est du cacao qui est issu du commerce équitable, qui en plus est bio. Ça vient d'une entreprise qui s'appelle Belvas, une chocolaterie qui a d'ailleurs gagné en Belgique le prix des générations futures, donc qui est très engagée dans le développement durable. Alors, chaque année, il y a un thème à l'opération que vous menez. Cette année, c'est le droit à une protection sociale pour tous en Europe et dans le Sud. Et il y a une affiche qui est très explicite, mais expliquez-nous-la quand même. On a été interpellé par ce dernier rapport de l'Organisation internationale du travail qui explique qu'en réalité, il y a seulement 27% de l'humanité qui a accès à un système de protection sociale formel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à contrario, les 3/4 de l'humanité n'ont pas accès à un système de protection sociale complet, et même la moitié de l'humanité n'a pas accès à rien comme protection sociale. Et donc c'est évidemment le reflet des inégalités dans le monde. Par exemple, Oxfam a sorti un rapport où il explique que la population la plus riche du monde a une fortune cumulée qui équivaut aux revenus cumulés des 99% restants, des 99% restants. Et évidemment, une des explications, c'est le fait qu'il n'y ait pas de système de protection sociale dans les pays en développement, en tout cas dans la plupart des pays en développement, même si c'est aussi un des paradoxes qu'on veut souligner. Alors que dans nos pays européens en crise, les gouvernements tentent souvent de détricoter les systèmes de protection en place. Dans les pays en développement, on considère que c'est un objectif, que c'est le développement. Et donc c'est un peu le paradoxe. On détricote ici en Europe ce qu'on essaye de construire ailleurs dans le monde et plus particulièrement dans les pays en développement. Alors, les Nations Unies se sont réunies tout récemment et une feuille de route pour le développement a été mise en place avec 17 objectifs de développement durable qui devraient mettre fin à la pauvreté d'ici 2030. Ces feuilles de route, c'est magnifique sur le papier, mais est-ce qu'on peut y croire ? C'est sans doute trop beau que pour y croire. Maintenant, c'est en effet un cadre international qui a été fixé. Donc il y a 17 objectifs, mais derrière les 17 objectifs, il y a 169 cibles. Donc c'est un peu le catalogue, la redoute de tout ce qu'il faudrait faire pour éradiquer non seulement la pauvreté, mais pour aussi respecter l'environnement, avoir des modes de production et de consommation durables, réduire les inégalités. Bref, le plan est là, il existe sur papier. Mais il n'est crédible que si les gouvernements qui sont rentrés chez eux aujourd'hui élabore un plan d'action concret. Il n'y a rien de contraignant, mais il y a quand même un système d'évaluation. Donc on va pointer les bons et les mauvais élèves. Donc c'est quand même un incitant à aller dans la bonne direction. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas des plans d'action qui soient définis de manière précise et spécifique dans l'ensemble des États membres des Nations Unies, en effet, ça n'engagera pas grand-chose. Et parmi ces objectifs, il y a une préoccupation au climat, au réchauffement. C'est ça la grande nouveauté, les objectifs de développement durable, ils remplacent les anciens objectifs du millénaire. Et la grande nouveauté, c'est qu'on ne se base plus uniquement sur les symptômes sociaux de la pauvreté, mais qu'on prend en compte non seulement les causes économiques de la pauvreté, mais aussi l'impact environnemental du développement économique. Alors, le climat, le réchauffement climatique, ça va être l'objet d'une grande conférence à Paris à la fin de l'année. Vous y êtes très sensible, bien sûr, et on retrouve un petit clip sur votre site. On va regarder un extrait. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. La menace des catastrophes, plein d'époques et difficiles. Le temps de crise, on est accro aux énergies fossiles. Écrasé par les marchandises, pas de maman pousse des cris. L'espoir brisé comme en Arctique, la banquise, mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables. Et pourtant les citoyens baissent les bras. La course au profit. Alors, vous allez organiser une grande marche à Paris le 29 novembre, la veille du début de la conférence.
Oui, donc nous, on est basé en Belgique, à Bruxelles, donc on a voulu mobiliser pour la grande manifestation qui va s'organiser le 29 novembre à Paris, à la veille de ce sommet très important. Marche internationale. Hein. Tout à fait. Donc on a décidé de mobiliser 10 000 Belges avec ce qu'on appelle le Climate Express. Donc on va prendre le train avec ces Belges de 7 à 77 ans parce que on a des classes de jeunes, mais aussi évidemment des adultes qui vont se rendre pour renforcer les troupes des manifestants pour demander au gouvernement d'avoir un accord ambitieux sur le climat parce qu'il y a un momentum politique très important et donc c'est important évidemment de mobiliser les citoyens pour que les décideurs politiques prennent les bonnes décisions. Oui, parce que finalement le réchauffement climatique frappe principalement les pays du Sud qui sont les moins responsables de ce réchauffement. C'est un peu cette injustice que vous voulez réparer. C'est l'injustice climatique, donc les pays les plus pauvres, notamment d'Afrique subsaharienne, qui fatalement sont ceux qui polluent le moins, sont ceux qui connaissent déjà aujourd'hui les conséquences des changements climatiques. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y aura pas d'accord à Paris si les pays riches ne respectent pas leur engagement d'alimenter un fonds vert, comme ils l'appellent, de 100 milliards de dollars par an pour financer l'adaptation au changement climatique dans les pays pauvres. Donc c'est une question morale en quelque sorte. Il y a une responsabilité du Nord vis-à-vis du Sud. C'est pas seulement une question morale. Et on va payer, on va ouvrir le portefeuille. C'est aussi une question politique parce que les pays pauvres ne vont pas signer d'accord s'ils n'ont pas cette garantie. Et puis il y a aussi les autres pays émergents, qui, comme la Chine par exemple, ces ateliers du monde, nos entreprises ont délocalisé dans ces pays. Donc on a délocalisé les usines polluantes et donc aussi les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut un accord qui engage également ces pays émergents parce qu'on n'a plus toutes les cartes en main. Même si on arrêtait nos émissions de gaz à effet de serre en Europe, par exemple, ça ne suffirait pas pour limiter l'augmentation du réchauffement global à 2 degrés. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? L'impulsion d'un grand pays, des États-Unis par exemple, de la Chine? C'est clair que les États-Unis et la Chine sont les deux acteurs majeurs. L'Europe est quelque part à l'intermédiaire de ces deux géants. Donc c'est en effet un accord qui soit pris par l'ensemble des puissances, les vieilles puissances industrielles, mais aussi les nouvelles puissances émergentes dont on a besoin à Paris. Arnaud Zacharie, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire bien sûr sans peur et à haute voix. Julian Assange propose 100 000 $ à celui qui dévoilera le texte du TTIP. Vous seriez prêt à payer combien pour le lire? Le TTIP, c'est donc le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe qui vous fait très peur. Oui, donc le traité transatlantique, c'est ce traité qui est négocié par l'Union européenne et les États-Unis, qui a l'ambition d'organiser quelque part le commerce mondial entre pays occidentaux et puis d'imposer ces règles au reste du monde. C'est devenu tout à fait anachronique puisque, comme on le disait, on a besoin de la Chine, des autres pays émergents, à Paris notamment, mais sur tous les grands enjeux mondiaux. Donc croire qu'on va pouvoir, entre nous, entre pays occidentaux, continuer à écrire les règles du monde et à les imposer aux autres, là c'était peut-être ce qui fonctionnait au XXe siècle, mais aujourd'hui on est au XXIe siècle et donc on a besoin d'autre chose. Et vous seriez prêt à payer combien pour lire les tractations qui se mènent actuellement? Je dois avouer que déjà gratuitement, j'ai accès à une série d'informations. Il y a déjà toute une série de fuites et ces informations ne nous rassurent pas du tout sur les projets qui sont là sur la table. On aura l'occasion d'y reparler, mais on va goûter votre chocolat. Merci Arnaud Zacharie d'être venu au Bar de l'Europe. Santé.